Plus d'1 an après la terrible guerre du Haut-Karabakh, l'Arménie semble ne pas avoir digéré sa défaite. Et la démission du président Sarkissian pourrait ne pas mettre un terme à la léthargie politique arménienne. Comment se remet l'Arménie, ses politiques et son peuple de la lourde débâcle face à l'Azerbaïdjan en 2020 ? Un apaisement sous égide russe, entre Erevan et ses ennemis Bakou et Ankara, est-il possible ? La nation arménienne peut-elle enfin s'établir ou existe-t-il un risque d'effondrement de la République d'Arménie ? Tigran Yegavon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R, membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflit et auteur de Géopolitique de l'Arménie, qui a été publié en janvier 2022 aux éditions Bibliomonde. Un mot direct sur votre ouvrage. On va évoquer quelques sujets tout au long de notre émission. Peut-être ce qu'il y a de plus frappant, et commençons là-dessus. Dans votre livre, vous dénoncez l'immense responsabilité des politiques arméniennes dans la défaite de 2019, mais aussi dans tous les soubresauts que connaît aujourd'hui Erevan. L'Arménie a un peuple, une civilisation, sans nation, sans pensée étatique, selon vous. Disons que c'est vraiment le talon d'Achille de la nation arménienne, c'est l'absence de culture étatique, puisque les aléas de l'histoire ont fait que c'est un pays qui a été considérablement atteint par les invasions successives, donc il n'a pas eu de souveraineté politique. En tout cas, il a perdu très tôt son État, et par manque d'expérience étatique, on voit bien à quel point les élites arméniennes n'étaient pas préparées à affronter les enjeux du XXIe siècle, et était un pays en fait qui s'était endormi sur ses lauriers après la victoire militaire de 1994, sans construire véritablement les institutions d'un État avec une armée nationale, un gouvernement fort, une véritable notion de citoyenneté, de bien commun. Et on voit bien qu'en face, le rapport de force était bien plus effectif et que les Arméniens ont péché par leur absence de sens de l'intérêt général. Donc, et aussi par son isolement démographique, géopolitique, son affaiblissement démographique patent, qui a été une des principales, je ne dis pas la seule, cause de cette catastrophe qui donc est arrivée en novembre 2020. C'est ce qui explique pourquoi l'Arménie ne s'est pas renforcée militairement, vous l'avez évoqué aussi, démographiquement et diplomatiquement, alors que son voisin le faisait. Oui, absolument. En fait, autant, on voit bien la courbe. Jusque dans les années 90, il y avait un rapport de force assez équilibré, puisque l'Arménie comptait beaucoup sur son alliance avec la Russie. Mais à force de trop confier sur la Russie, elle a perdu le sens de l'évolution des rapports de force régionaux, tandis que l'Azerbaïdjan, qui, elle, est déjà démographiquement beaucoup plus forte, a pu s'appuyer sur son grand frère, la Turquie, mais aussi sur d'autres pays dont on parle peu. C'est le Pakistan, qui est quand même un allié très fort de l'axe pan-turquiste, Israël qui a une alliance géostratégique majeure au nom des intérêts communs contre l'Iran, le pétrole contre drones, etc., mais aussi avec l'Occident. L'Azerbaïdjan a développé une diplomatie du caviar qui a quand même fait ses preuves du côté du Conseil de l'Europe, même du Saint-Siège. Même aussi au niveau de l'ONU. Elle a occupé pendant 1 an le poste, oui, bien sûr, de membre non permanent du Conseil de sécurité. Donc tout ça a accru, si vous voulez, l'isolement diplomatique qui fait que la défaite militaire, avant d'être militaire, elle était déjà diplomatique. Et je crois qu'il y a vraiment, dans mon livre en tout cas, la volonté de faire un examen critique, d'appeler à une géopolitique réaliste pour permettre à une nouvelle génération de pouvoir tirer les leçons des erreurs du passé. Mais alors, on va revenir sur la Russie que vous avez évoquée, mais quelles sont les causes profondes, finalement, de cette non-action politique depuis 3 décennies maintenant ? On le doit déjà au jusqu'au boutisme des élites arméniennes du Karabakh, parce que le Karabakh s'est constitué en entité indépendante, autoproclamée mais non reconnue. L'Arménie a manqué une chance historique en 1994. Lors du cessez-le-feu, l'Azerbaïdjan était à genoux. La Russie était en position de faiblesse, avait besoin de l'Arménie pour asseoir son hégémonie dans le Caucase. Les États-Unis, la Turquie n'étaient pas tellement intéressés, en tout cas, n'étaient pas assez engagés qu'ils le sont à cette époque dans le conflit du Karabakh. L'Arménie a manqué une chance historique de reconnaître l'indépendance du Karabakh. Je crois vraiment que c'est ça aussi qui est un premier signal qu'on n'a pas suffisamment pris en compte. L'Arménie n'a jamais reconnu le Karabakh. Je veux dire, c'est d'accord, on dit que personne ne reconnaît, mais l'Arménie n'a jamais reconnu. Et donc, en 1997-98, vous avez
l'OSCE qui essaie de négocier une solution politique sur la base de concessions mutuelles. Le président de la République d'Arménie de l'époque, Levon Tepetosyan, y est favorable, mais ses fidèles lieutenants, ses alliés à Erevan, mais aussi à Stepanakert, ils sont foncièrement opposés parce qu'ils ne voient pas de garantie de sécurité pour leur avenir. L'avenir du statut du Karabakh est flou. On ne parle pas d'un rattachement, on ne parle pas d'une indépendance, mais on parle d'un processus graduel assez complexe. Et donc, 30 ans ont été perdus au nom de cet immobilisme. Les élites arméniennes se sont endormies derrière une ligne Maginot qui n'était pas une ligne Maginot véritablement, et pensaient vraiment que ce statu quo pouvait se maintenir. Or, on a bien vu qu'il était intenable. Il ne faut pas oublier que l'Arménie, le Karabakh, c'est pas Chypre, c'est pas la Transnistrie. Ça a beau être un conflit gelé en apparence, mais on a bien compris que c'était loin d'être le cas. Venons-en un petit peu plus à l'actualité. Le président Armen Sarkisyan a annoncé le 23 janvier dernier sa démission. Est-ce que c'est une démission de l'impuissance face à l'immobilisme, notamment du Premier ministre Pachinian? C'est la lecture qu'il veut donner, mais bon, il faut savoir que M. Armen Sarkisyan est un personnage assez trouble dans la vie politique arménienne. Il est d'abord ressortissant britannique, ressortissant d'un paradis fiscal dans les Caraïbes, le St. Kitts et Nevis. Il a été longtemps ambassadeur. Il était ambassadeur à Londres et pendant très longtemps, il s'est comporté plus en homme d'affaires qu'en homme d'État, même s'il a eu tendance à donner des leçons de morale donc, à l'équipe au pouvoir à Erevan. Donc le souci, c'est que sa démission intervient juste après des révélations donc, au sujet de sa nationalité de St. Kitts et Nevis, alors que c'est une enfreinte à la constitution arménienne. Il aurait dû renoncer à tous ses passeports étrangers et servir l'État arménien. On voit bien que M. Armen Sarkisyan aussi confond le sens de l'État et le sens de ses intérêts personnels. Et cela, forcément, est un mauvais coup porté aux institutions arméniennes. À l'évidence, la constitution telle que nous connaissons en Arménie n'est pas viable, n'est pas adaptée à un pays post-soviétique du Caucase qui plus est, comme l'Arménie, puisque c'est un régime parlementaire où donc, le président se comporte comme quelqu'un qui inaugure les chrysanthèmes et le Premier ministre a quand même les pleins pouvoirs. Et on a une absence aussi de contre-pouvoir du côté des autres institutions qui forcément portent un préjudice à l'assainissement des structures. Mais alors, comment expliquer que le Premier ministre Pachinian soit toujours au pouvoir après ce qui s'est passé depuis 2 ans? Oui, comment expliquer la victoire écrasante aux législatives de juin, législatives donc, qui ont été repoussées à plusieurs reprises? Je crois qu'il y a 2 facteurs. Le premier, psychologique. Je crois que les gens qui lui ont fait confiance en 2018, lors de cette révolution de velours, qui n'était pas du tout une révolution de couleur dictée par un agenda géopolitique précis, mais en tout cas, il y avait une vraie ferveur qu'on pouvait enfin mettre un terme à l'oligarchie. Ça, c'est le premier point. Les gens veulent se tromper, en tout cas avec Nicole Pachinian, donc je crois qu'il y a un facteur psychologique. Le deuxième facteur aussi, c'est que, et c'est difficile à dire, mais pour beaucoup d'Arméniens, la guerre avec l'Azerbaïdjan, la guerre au sujet du Karabakh, constitue un véritable boulet, puisqu'elle a freiné le développement du pays, elle a freiné aussi, elle a favorisé l'exode aussi de toute une génération. 1,5 million de personnes ont quitté le pays en 30 ans, ce qui est quand même extraordinairement grave. Et donc, la perspective d'un règlement du Karabakh avec Pachinian, quel que soit le prix, était pour des familles arméniennes, si vous voulez, une assurance vie pour que leurs enfants n'aillent pas justement servir de chair à canon. Ça, c'est aussi un des facteurs. Puis après, bon, il faut comprendre aussi qu'en Arménie, il n'y a pas vraiment d'opposition structurée avec une vraie alternative. Il manque un troisième homme, puisque l'opposition en face, qui donc c'est vent debout contre Pachinian, elle incarne en grande partie l'ancien régime, un ancien régime ONI. Donc le vrai souci, c'est qu'il manque un troisième homme, il manque une véritable alternative pour ce pays aux ressources limitées qui est l'Arménie. Est-ce que le territoire arménien, on a parlé un petit peu du Haut-Karabakh, est-ce que le territoire arménien et donc la République d'Arménie est menacé aujourd'hui même de disparition selon vous? Je ne dirais pas jusqu'à la disparition, mais clairement oui, il est menacé puisqu'on se retrouve dans une nouvelle configuration auquel les Arméniens n'étaient pas préparés, c'est-à-dire la frontière du cessez-le-feu de 1994 était très confortable parce que c'était une ligne droite de 300 km, facilement défendable. Là, on se retrouve avec une nouvelle frontière administrative qui n'avait pas été délimitée après l'éclatement de l'URSS. Donc, ça pose des vrais soucis parce que depuis mai 2020, l'Azerbaïdjan a opéré plusieurs incursions en territoire arménien. Elle occupe à peu près 70 km² de territoire arménien. Elle fait tout pour avoir ce fameux corridor du Sionik, Zangezur, donc cette espèce de goulot d'étranglement, cette bande montagneuse ultra stratégique et assez étroite qui constitue en fait un obstacle au pan-turquisme, c'est-à-dire à l'axe Ankara-Bakou.
Donc, tout est fait pour exercer une pression maximale pour que les Arméniens cèdent le maximum de territoire. Alors, je ne dirais pas que l'Azerbaïdjan veut annexer l'Arménie, mais ce qui est une réalité, c'est que l'Azerbaïdjan a des revendications territoriales sur plusieurs territoires arméniens. Elle ne fait pas mystère de ces revendications. Déjà, quand vous voyez les cartes de la première République d'Azerbaïdjan 1918-20, il reste à l'Arménie qu'une petite portion congrue autour d'Erevan, et non, même pas autour du lac Sevan. Donc, il y a un véritable danger, ça c'est évident, parce que l'armée arménienne ne s'est pas suffisamment reconstituée depuis la défaite et qu'elle est toujours tributaire au fait du bon vouloir de l'armée russe. Mais au-delà justement de l'aspect militaire, est-ce qu'un aspect plus politique, est-ce qu'il y a des leviers politiques qu'on pourrait imaginer avoir demain pour que la République d'Arménie ne s'effondre pas? Je crois qu'il y a deux options là. On fait face à deux options pour éviter l'effondrement. Soit à ce rythme actuel, si l'Arménie continue à s'affaiblir démographiquement, elle va devenir de plus en plus dans l'orbite de la Russie, c'est-à-dire devenir carrément une région autonome, c'est pas à exclure. Regardez le Daghestan, il y a plus d'habitants au Daghestan qu'en Arménie, c'est plus grand. Ou alors l'autre option, et là c'est un vrai défi pour les États arméniens, c'est d'accepter que la diaspora puisse participer politiquement donc au devenir de ce pays. Jusqu'à ce jour, la diaspora était écartée systématiquement de toute décision importante. Elle n'avait pas vraiment voix au chapitre. Même s'il y a eu des tentatives de rapprochement entre les deux pans du monde arménien, la diaspora était constituée comme une vache à lait, ou alors la diaspora voyait l'Arménie comme une destination touristique ou humanitaire. Donc, je crois qu'il y a un véritable changement de paradigme qui doit être opéré. Et de fait, l'exemple de la Grèce ou même d'Israël peut être une source d'inspiration pour l'Arménie, puisque là, on a vraiment un exemple où les élites diasporiques sont intégrées dans le devenir de cet État. Je crois qu'il faut vraiment tourner la page à ce vieux logiciel, à ce vieux paradigme où la diaspora devait seulement se contenter de la reconnaissance du génocide de 1915 et ne pas s'occuper, par exemple, de la sécurité de l'Arménie, de l'avenir du Karabakh, parce qu'il y a encore un Karabakh arménien, il y a encore 100 000 Arméniens au Karabakh, même si le territoire s'est considérablement réduit autour d'une peau de chagrin, mais il faut tout faire pour que cette population se maintienne, puisqu'en face, l'Azerbaïdjan a clairement fait comprendre que son projet était d'anéantir ce qui restait de Karabakh arménien. Outre son idéalisme irréaliste, la plus grande erreur d'Erevan ne fut-elle pas de s'éloigner de Moscou et de se rapprocher de Bruxelles et des Occidentaux et de l'OTAN en particulier? On l'a évoqué avec la révolution de velours de 2018. Je crois que c'est assez inexact. Il faut pas. Je crois que même si c'est vrai qu'on a pu comprendre, et l'opposition arménienne, justement à Pachinian, avait envoyé beaucoup de signaux à Moscou pour leur dire attention, vous avez affaire à des gens qui travaillent pour Soros et qui ont un agenda géopolitique. Je crois qu'en aucun cas, dans la tête de Pachinian, il était question que l'Arménie intègre l'OTAN ou se rapproche de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, de toute façon, elle ne s'intéresse pas vraiment à l'Arménie. Elle était tout à fait d'accord pour que l'Arménie puisse rejoindre une forme de partenariat à la carte, puisque l'Arménie avait renoncé à ce partenariat à cause de la Russie, de la pression russe. Donc il y avait une véritable souplesse. Oui, pour autant, il y avait des frictions entre Erevan et Moscou depuis ce moment-là. Et ces frictions-là, on leur doit surtout, je crois, à l'incompétence, au dilettantisme des élites arméniennes, donc de l'équipe Pachinian, qui n'étaient pas au fait, je crois, des codes, du langage du Kremlin. Je crois qu'il y a un vrai souci parce qu'ils ont multiplié les maladresses. Par exemple, le fait de poursuivre en justice l'ancien président Kocharyan, qui était un ami intime de Vladimir Poutine, le fait de démettre un officier arménien très lié à l'ancien régime, qui avait une fonction officielle au sein de l'OCTS. Tout cela a contribué à accroître la tension et aussi à casser un lien de confiance. Quand vous cassez une confiance avec la Russie, il est très difficile de la rétablir. Je crois que c'est vraiment le principal tort qu'on peut adresser à l'équipe Pachinian, mais de là à parler de complot occidental, c'est aller vite en besogne. Où en est-on dans la mise en place du corridor sud que vous avez évoqué, longeant la frontière iranienne, donc reliant l'Azerbaïdjan à la province du Nakhitchevan? Oui, alors tout est fait, tout est mis en tout cas du côté turc comme du côté azerbaïdjan, on fait monter les enchères et il y a une véritable pression pour que ce corridor puisse avoir lieu. Je crois que la première option, ça sera un corridor ferroviaire. Le problème, c'est que l'Arménie doit faire très attention à ce qu'elle puisse toujours avoir un droit de douane, un droit de regard sur ce corridor. Le souci, c'est que les Azéris veulent un corridor souverain. Si vous regardez le point 9 du cessez-le-feu négocié entre Turcs et Russes, parce que ça s'est fait entre Turcs et Russes surtout, il était question que le FSB contrôle la voie de communication. Alors d'un côté, c'est vrai que peut-être toutes les parties ont intérêt à débloquer les voies de communication, mais le souci, c'est que vous avez la Turquie d'un côté, l'Azerbaïdjan, qui poursuivent une politique irrédentiste, pan-turquiste, qui peut s'avérer
une menace mortelle pour les intérêts de l'Arménie, et surtout de la couper aussi de la frontière avec l'Iran. L'Iran constitue une bouffée d'oxygène pour l'Arménie, c'est un pays ami. Donc effectivement, c'est un point excessivement sensible qui, à mon avis, en tout cas on ne le sait pas, mais fait partie des points qui sont négociés entre les diplomates turcs et arméniens dans le cadre du processus de normalisation qui a commencé il y a peu. Alors justement, venons-en. Le 14 janvier dernier, Turcs et Arméniens se sont rencontrés, notamment à Moscou. Que doit-on attendre de ces entrevues et échanges récents? Et une deuxième question dans la foulée, les deux nations ennemies veulent-elles vraiment s'entendre? Moi, je pense qu'il y a, dans l'intérêt de la Turquie a vraiment intérêt à négocier en position de force, même si elle est très affaiblie au plan interne. Mais en tout cas, l'Arménie est à genoux et l'intérêt de la Turquie, c'est de demander le maximum de renoncement à la partie arménienne, parmi lesquels la question des frontières, parce que pour les Turcs, c'est une question existentielle, de sanctuariser les frontières du traité de Kars de 1921 qui sont à la défaveur de l'Arménie, et aussi demander à l'Arménie qu'elle renonce à toute reconnaissance internationale du génocide. Ça fait partie des principales revendications que les Turcs avaient déjà au début des années 90, lorsqu'il y avait un processus d'ouverture des relations diplomatiques qui avait été interrompu de façon brutale en 1993 à cause du conflit du Karabakh. Et le problème qui s'ajoute, c'est que l'Azerbaïdjan s'invite, si vous voulez, au processus de normalisation arméno-turque. Alors le souci, c'est quoi? Premièrement, il faut faire la part des choses et distinguer le terme normalisation, qui sous-entend des relations diplomatiques normales, des relations commerciales, économiques, de la réconciliation. La réconciliation sous-entend qu'il y a un devoir de mémoire qui doit être fait, et aussi que la diaspora arménienne, qui est héritière directe des rescapés du génocide, puisse aussi avoir son mot à dire. Le souci de la diaspora, c'est qu'elle n'a pas vraiment confiance auprès des autorités d'Erevan, qui ne veulent pas entendre, si vous voulez, les inquiétudes de cette diaspora qui s'interroge, qui se dit « mais là, vous avez encore fait des concessions douloureuses ». Et le génocide, à l'évidence, constitue une ligne rouge. Donc la vraie question, c'est de savoir est-ce que les diplomates arméniens sont suffisamment chevronnés pour pouvoir faire face à cette diplomatie turque qui est une des meilleures diplomaties au monde. Je veux dire que les Turcs ont un vrai savoir-faire depuis des siècles pour pouvoir conserver, en tout cas, pour garder leurs intérêts. L'autre préoccupation, c'est que l'Arménie devienne une sorte d'Algérie. Vous avez la région de l'Algérie voisine en Géorgie, qui est par contre à majorité musulmane, qui est devenue une vraie colonie économique turque. Le souci, c'est que les Turcs, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils considèrent l'Arménie comme une sorte d'incongruité. C'est pas qu'ils veulent annexer l'Arménie, mais en tout cas, en faire un État croupion. En faire un État croupion, une voie de passage entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc le souci, c'est que les Arméniens doivent prendre en considération que si ouverture et relations commerciales il n'y aura pas que du commerce licite, il y aura aussi du commerce illicite, avec tout ce que cela sous-entend en termes de mafia, de prostitution et de trafic de drogue, etc. Et justement, est-ce que le parrain, si je puis m'exprimer ainsi, russe, a un rôle à jouer, particulièrement dans l'apaisement, mais aussi dans le contrôle, finalement, de la normalisation? Et évidemment, je veux dire, la Russie considère l'Arménie comme sa chasse gardée. Elle s'est partagée. En fait, il y a un sorte de condominium au Karabakh, même si la Russie a repié au Karabakh, qui est devenu de facto un protectorat russe. Mais la vraie question, c'est qu'on ne connaît pas la ligne rouge de Moscou. Mais ce qui est certain, c'est que les Russes garderont toujours un œil sur ces négociations. Ce n'est pas une coïncidence si Moscou a abrité la première rencontre entre les diplomates arméniens et turcs. Rappelez-vous, en 2009, il y avait aussi une première tentative avec les protocoles arméno-turcs de normalisation. Les Russes n'y étaient pas défavorables, mais à un certain prix, c'est-à-dire la Russie ne veut pas lâcher l'Arménie, ne veut pas que l'Arménie passe complètement sous l'orbite de la Turquie. Donc, il revient aux diplomates arméniens de pouvoir faire preuve de souplesse et de pouvoir aussi desserrer un tant soit peu l'étau russe pour comprendre quels peuvent être les intérêts communs, notamment commerciaux, mais pas uniquement, avec la Turquie, ce qui est excessivement compliqué dans le contexte dans lequel je vous parle, où le sang n'a pas fini de sécher et où la Turquie continue d'avoir une politique ouvertement négationniste et belliciste à l'encontre de l'Arménie et des Arméniens du monde entier. Pour conclure, ce mercredi 2 février, un premier vol a lieu entre Erevan et Istanbul. En quoi ce vol est significatif des nouveaux rapports entre l'Arménie et la Turquie? Bon, déjà, ce n'est pas une première, parce qu'il y avait déjà des vols commerciaux depuis les années 90 entre Erevan et Istanbul. Qui avaient été arrêtés un certain nombre d'années? Oui, des vols charters, toujours sont maintenus. Pendant la guerre, il y a eu un boycott des produits turcs et les liaisons aériennes se sont interrompues, mais il y a toujours eu des relations commerciales, aériennes. Le marché arménien est inondé de produits turcs qui passent par la Géorgie. Vous avez à peu près 40 à 50 000 ressortissants de la République d'Arménie qui travaillent en Turquie
Donc, les Arméniens pouvaient déjà travailler en Turquie sans visa. Donc là, on essaie de nous faire comprendre que c'est une première. Donc, je profite de cet entretien. C'est du marketing. Voilà, oui, exactement. Mais pour mettre les points sur les i, je veux dire, il y a toujours eu des relations commerciales via la Géorgie. Et puis, qui a intérêt aussi à cette relation commerciale? C'est la communauté arménienne d'Istanbul, qui, en tant qu'Arménien parfaitement turcophone, arménophone, pourrait éventuellement jouer un rôle. Oui, ça n'a rien de significatif selon vous. Non. Merci beaucoup, Tigran, Je vous remercie. pour toutes vos réponses. Merci. Merci.